C'est ça. Il y a un an, et on a commencé la bon migration en janvier 2024. Très bien. L'idée, c'était de vous présenter un retour d'expérience client. Et alors, je suis hyper content en tout cas d'accueillir David Cosinus, que j'ai harcelé quasiment toutes les semaines depuis 3 mois pour qu'il puisse venir à cet événement. En tout cas, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. David, c'est l'ancien CTO de Clanic, qui est une ESN marseillaise, et donc il nous arrive justement du sud, mais il n'a pas l'accent marseillais. Ah oui, pas du tout, parce qu'en fait, moi je suis breton, déjà. Voilà, et je suis sur Marseille un peu par accident. Mais voilà. Par où on commence? Alors oui, je suis l'ancien CTO de Clanic depuis vendredi dernier, en fait. Voilà. Donc maintenant, je ne suis plus le CTO de Clanic, je me suis installé à mon compte. Et qu'est-ce que tu vas faire à ton compte, justement? La même chose que j'ai fait pour Clanic, en fait. C'est un peu ce que je vais vous raconter, mais pour d'autres personnes. Et puis je vais continuer justement à être partenaire de Clever. Pour vous faire un petit peu ce retour d'expérience, il faut que je vous raconte un peu ma vie, malheureusement. Donc j'espère que vous avez la soirée, parce que ça va être long, vu que je suis un peu vieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase qui a été dite tout à l'heure par Quentin dans la keynote, qui est importante, sur le fait que moi, la première fois que j'entends parler de Clever, c'est au DevOps D-Day à Marseille, justement. Il y a, je sais pas, ça doit être 2018 à peu près, et il y a Quentin qui vient faire une conférence. Et j'adore sa conférence, je trouve ça super, mais en face de moi, j'ai un mec qui veut me piquer mon boulot. Donc bon, je suis pas super fan, en fait, du produit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je suis à la CMA-CGM, si vous ne connaissez pas, grosse compagnie maritime. Qui fait des conteneurs, mais pas virtuels. C'est ça. Et j'ai été le premier à mettre les systèmes de conteneurs informatiques, cette fois-ci, dans une entreprise qui transporte des conteneurs. J'ai fait la vanne pendant 2 ans, donc je m'en resserre. Je viens des infras, moi. Je suis rentré... j'ai passé 10 ans à la CMA à peu près, j'y suis rentré pour un remplacement de 3 mois, j'y suis resté 10 ans, donc dans l'équipe Unix, donc j'ai récupéré à peu près toutes les équipes d'infra, et on était confrontés, puisque c'était une boîte qui était je ne sais plus comment on appelle ça, mais à l'époque c'était une moitié CMA, moitié IBM. Bon. IBM, c'est cher, et c'est lourd, et c'est très très vieux en termes de management. C'est pas IBM, ceux qui fabriquent le matériel, c'est IBM Global Services. Voilà. Donc ils sont là pour faire du blé, hein, soyons clairs. Et donc, essayer de bouger les choses dans ce contexte-là, c'est très compliqué. Et on est dans des situations, c'est 2010, 2012, pour amener des serveurs aux équipes de dev. Je sais pas, c'est 1 mois, 2 mois des fois, avec tout le process administratif, des ITIL, hein, pour ceux qui connaissent, c'est très lourd, c'est très compliqué. Et je veux trouver des solutions. Donc je me lance dans des sujets d'automatisation, je découvre le DevOps à ce moment-là, et je me bats dans cette énorme usine à essayer de faire du DevOps. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est comme ça que j'atterris au DevOps D-Day. Mais moi, je fais les infras. Donc Clever Cloud qui s'occupe des infras à ma place, j'ai pas envie. Moi, les passes, c'est le mal. Je veux pas en entendre parler. On commence à partir sur on fait de l'OpenStack, on fait toutes ces petites joyeusetés, on commence à faire du Kubernetes, on commence à faire tous ces trucs-là et on se la pète un peu. On est vachement content. Donc le pass, je bosse avec les équipes de dev du département digital de CMA et je veux pas qu'ils aillent dans du pass. C'est mon travail, c'est mes équipes. Et donc j'oublie Clever, voilà. Mais j'aime bien les confs, j'aime bien le discours de Quentin, mais voilà, on n'ira pas plus loin. Arrive le Covid, et la CMA elle se lance dans un énorme projet de transfo cloud. Vous savez, ces gros projets pyramidaux de on va tout mettre dans le cloud parce qu'on va faire des économies, hein, c'était marqué dans le Gartner, donc on y va. Et c'est mon équipe qui hérite de monter tout le projet, la landing zone, etc., etc. Donc on attaque ça, donc on est full AWS, on déploie, je sais plus, je crois 200 clusters Kubernetes, hein, voilà, c'est du gros. Et arrive une idée de génie, ils décident de migrer tout SAP dans AWS.
Ça n'a pas marché. Bon, je ne devrais pas le dire, mais comme on est entre nous, CMA a beaucoup communiqué. Ils ont fait une super keynote avec AWS pour dire on a tout migré chez vous. Ils n'ont pas dit qu'ils ont arrêté, en fait. Ils n'ont pas fait de com, mais ils ont arrêté. Je peux vous dire qu'ils ont rangé tous les crayons, hein, parce que la facture, elle a fait x10, je crois, à peu près, par rapport au budget qui était prévu. Donc le projet s'est arrêté. Mon équipe que j'ai quittée, mais avec qui j'ai gardé de très bons contacts, m'ont dit le département a été dissous. Fin de l'histoire. Il reste ce qui a été mis est toujours dedans, mais le gros des infras est on-prem et ne bougera pas du on-prem. Donc moi, dans ce contexte-là, où j'essaye d'alerter sur les coûts, et pourquoi ça coûte cher, je rentre dans un milieu un peu politique. Et moi, j'aime pas la politique. C'est marqué, voilà. Et donc, je me barre. C'est marqué quoi sur ton t-shirt? Balek. Balek. Donc moi, j'ai fait l'inverse de Quentin, en fait, parce que j'ai passé 10 ans en costume et en cravate. Et puis, j'ai quitté tout ça pour finir en survêt et en basket. Et donc, je rentre chez Planix. Planix, c'est à peu près 800 collaborateurs. C'est une ESN. Ça veut dire, bon, pour ceux qui connaissent les ESN, c'est de la prestation de services, mais c'est du placement de compétences, en fait. Hein. On fait du recrutement, on place des gens qui ont les compétences demandées par les clients. Une ESN, pour 80%, ne produit pas de valeur intrinsèque. Elle place des gens et elle fait une marge dessus. C'est pas une honte, hein, c'est de la main-d'œuvre spécialisée. J'ai été consultant aussi, donc. Mais je me retrouve donc, on m'embauche comme CTO. Alors CTO, je viens pas du monde du dev. Hein, pour ceux qui pensent qu'un CTO c'est le chef des devs, c'est pas que ça. Mais je me retrouve dans un poste qui est un peu bâtard, où je fais un peu d'avant-vente. Puis on me demande aussi de m'occuper d'essayer de moderniser Clanic et j'arrive pas à faire les deux. Parce que j'arrive dans un endroit où en fait la légende urbaine, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est pas une légende. En face de moi, le gros de la population qui ne sont pas des consultants, ce sont des gens qui pensent que Excel est une base de données. Non. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué quand on vient du monde où on a quand même une infrastructure avec 30 000 bonhommes qui sont connectés dessus. On a un ERP qui est chez Clanic, qui est un SaaS, en fait, hein, une solution SaaS, et Office 365. Et c'est tout. Le site web de Clanic, c'est un WordPress à l'époque, fait par un stagiaire. Voilà. Donc le niveau de l'IT interne, c'est pas une priorité. Mais on arrive à un effet de seuil. 800 personnes, il faut les gérer. On ne gère pas 70 millions de chiffre d'affaires avec des fichiers Excel. Alors, il y en a qui essayent. Hein. Ils essayent, ça ne marche pas bien. Donc là, je propose à mon PDG d'arrêter d'aller faire de l'avant-vente et des claquettes chez les clients. Je ne suis pas très bon pour ça. C'est pas que je sois très bon, c'est que je dis la vérité en général. Donc voilà, ça ne marche pas bien. Et de m'occuper que de la transfo. Mais on passe un deal parce que je vois bien que je ne vais pas non plus y passer ma vie chez Clanic, même si j'aime beaucoup la boîte, hein, c'est pas un problème. Et on passe un deal sur 2 ans, et voilà, j'ai fini mes 2 ans vendredi dernier. Et je pense que la mission est quand même plutôt accomplie. Et là, je suis confronté à ce problème-là. C'est que j'ai pas de bras, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas de bonhomme dans les équipes IT. J'ai pas de compétences pour aller faire de l'infra. Ils ont monté du cloud parce que quand vous voulez certifier des gars et dire que vous avez des consultants cloud, c'est bien d'utiliser de la WS. Mais en vrai, on se retrouve. Donc, on a une Digital Factory aussi, ça je l'ai oublié. Une Digital Factory qui fait des applications pour des clients. Et donc, on héberge tout. À ce moment-là, ils hébergent tout sur de la WS et donc de l'EKS, hein, donc Elastic Kubernetes. Et donc, ça coûte une blinde pour 5-6 applis. Et pour maintenir le tout, c'est un gars qui est là 1 jour par semaine. Parce que les 4 autres jours, il faut qu'il soit chez le client pour facturer. Une prod, c'est pas 1 jour par semaine, c'est tous les jours, la prod. Et ça, j'ai pas tout ça. Et donc là, je me dis, mais comment est-ce que je peux faire? J'ai les devs de la Digital Factory qui n'arrêtent pas de se plaindre. Parce que dès qu'ils ont un incident, le mec n'est pas là. Il faut attendre vendredi. Peu importe. Et à un moment donné, et là, vous allez voir comme quoi Clever... Et je suis là aussi pour lever cette alerte.
Je me rappelle de Clever Cloud et je vais sur le site. Tu te rappelles de celle-là? Je vais sur le site web, je ne laisse aucune identité sur le site, je ne remplis aucun formulaire, et le lendemain, je reçois un coup de fil de ce monsieur. Donc il vous espionne. Voilà. Vous allez sur le site, il vous espionne. On en a bien rigolé. Pas d'espionnage, mais en fait, on était complètement. Alors, on fait dans notre métier de sales, hein, on est amené à prospecter par région. Hein, c'est ce qu'on a commencé à faire en tout cas il y a 2 ans. Et on était sur la région PACA. Et tiens, je vois Clanic, je fais bon, on va voir, on va poser des questions, on va voir. Et en fait, c'est comme ça qu'on t'a contacté. Et c'était le lendemain. Voilà, c'est vraiment le hasard du calendrier. Et donc ça, c'était en juillet, effectivement, juillet 2023, donc ça commence à dater. Et je me dis, il faut qu'on teste. Il faut qu'on prenne une de nos applications qui était sur Cube et il faut qu'on la migre sur Clever. On va voir ce que ça donne. Donc là, on s'est lancé et on a migré à ce moment-là une dizaine d'applications à peu près. C'est ça, parce que j'ai un ancien camarade de Clanic qui est présent avec moi et qui a fait pas mal d'applications internes, justement, parce que là, on ne parle plus d'applications pour les clients, on parle d'applications, nos applications métiers. Donc ça veut dire que moi, avec mon expérience de une prod, ça doit tourner, j'ai besoin que... on a quelques applications qui font de l'extraction de données de l'ERP qui est en SaaS pour pouvoir aller faire derrière des traitements et aller faire du Power BI. Il faut que ça tourne. Et puis, s'il y a un problème, il faut qu'il soit résolu normalement, quoi. Pas attendre le vendredi qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Donc, on élimine toute la partie cube. Donc, je décide à ce moment-là de sortir, donc en janvier du coup 2024, je sors d'AWS et je sors de Cube. Et je simplifie, en fait, toute la gestion applicative et le MCO, en fait. Parce que ça, c'est vraiment une composante essentielle. S'il y a un truc que j'ai appris, en fait, sur ces 3 ans chez Clanic, et donc l'usage après chez Clever, c'est que la complexité de votre architecture, elle est directement liée aux compétences disponibles dans vos équipes. Ce n'est pas la peine d'aller vouloir faire des architectures extrêmement complexes parce que c'est vachement sympa de faire ces choses-là. Si vous n'avez pas les gars, pas pour les faire, pour les maintenir. Si vous n'avez pas les gars pour les maintenir, vous allez à la catastrophe. Donc ce qu'il faut, en fait, je suis passé d'un monde où c'était très compliqué, la vie était très complexe, voilà, on avait des moyens aussi, on avait du pognon à la CMA, à un monde où il faut être pragmatique, il faut aller à l'essentiel, et quand vous n'avez pas de moyens, vous vous rendez compte que vous allez vous poser la question principale, c'est est-ce que j'ai besoin de cette fonctionnalité-là qu'il y a chez AWS qui est vachement bien? Est-ce que j'en ai vraiment besoin, en fait? Et dans 90% des cas, vous n'en avez pas besoin. Maintenant, quel problème on a rencontré? Eh ben, le premier problème est issu exactement de l'héritage. C'est-à-dire que comme tout a été monté sur de l'AWS avec des gars qui étaient des très très bons avec du Terraform, on a voulu faire pareil. C'était pas une bonne idée. Parce que déjà, bon, le provider Terraform n'est pas top. Pas complet, oui. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pas forcément utile. Et vouloir maintenir, vouloir dire je continue à faire mon Terraform, ce que je peux comprendre, et on avait eu ces discussions de dire c'est aussi un facteur d'acceptation pour des équipes existantes, ce qui pour moi est le bon move pour le Clever Kubernetes Engine. C'est bien quand on a déjà du cube, ce serait ridicule pour une entreprise qui n'a pas de cube de vouloir passer sur du cube, même s'il est de chez Clever. C'est fait pour pouvoir ramener des choses et migrer des choses intelligemment. Voilà, cube, ça peut être bien. Moi, je suis fan de cube, hein, j'en ai fait, j'en ai monté. C'est pas utile pour tout. C'est l'erreur qu'on peut tous. Ici, je pense qu'on a tous un peu commis, d'ailleurs, hein, que j'ai commise moi aussi. C'est la silver bullet, la techno qui résout tout. Il n'y en a pas. J'ai 32 ans de métier. Désolé de vous l'apprendre, mais il n'y en a pas de technologie qui résout tout. C'est adapté au contexte. Il faut trouver la bonne solution adaptée au contexte. Et pour le coup, dans mon contexte, Clever, les migrations Clever répondaient à ce manque de moyens. Alors on peut dire c'est une solution de pauvre. Non. C'est que je déporte mon manque de main-d'œuvre et mon maintien en conditions opérationnelles à Clever, dont c'est le métier. Alors que quand c'était mon métier, je ne les aimais pas, parce que c'était mes concurrents. Mais là, dans la posture que j'avais,
c'est plus la même. Et ma posture, c'est de répondre aux besoins opérationnels de mon entreprise. L'application, elle doit tourner. Et elle ne doit pas me coûter une blinde, surtout si ce n'est pas mon cœur de métier. Quand vous êtes dans une IT, où vous avez l'IT de la CMA, où vous avez l'armée du Mexique pour opérer, oui. Quand vous êtes dans une ETI, même une grosse ETI, où vous n'avez pas tous ces gens-là, parce que ce n'est pas votre cœur de métier, l'IT, il faut déléguer, mais il faut déléguer intelligemment. Alors déléguer, vous avez la solution, par exemple, de CMA, de dire je délègue la main-d'œuvre, la workforce à IBM. Alors maintenant, ils délèguent à Kyndryl, mais ils ont juste changé la couleur et le nom. Hein. C'est les mêmes gars. Hein. Et vous avez la possibilité de vouloir se dire je remplace ça par un service, en fait. C'est-à-dire que c'est un service, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, ce n'est pas forcément boîte noire, et c'est la démarche est très intéressante au niveau de Clever, de vraiment aller dans l'amélioration. Alors, je suis un peu tous comme vous. Moi, j'ai applaudi quand ils ont annoncé les network groups, parce qu'on les attend depuis très longtemps. Très longtemps. Les network groups, voilà. L'autre truc que moi j'attends depuis un petit moment, c'est le KMS. Ça, c'est les gars, il faut le sortir. C'est capital. Mais il y a toujours eu une bonne relation, c'est-à-dire qu'on a vraiment accès au support. Enfin, je ne vais pas faire la pub. En même temps, ils m'ont fait venir un petit peu pour ça, quand même. Non, je déconne. Il y a des choses... il n'y a pas tous les services chez Clever. Mais posez-vous cette question. Est-ce que vous en avez besoin ? Est-ce qu'on n'est pas en train... Moi, c'est vraiment avec le recul. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir systématiquement... Je vois des débats sur les réseaux sociaux, notamment, il y a eu quelques temps, parce que je ne vais plus trop sur Twitter, mais à une époque, c'était le débat, le drama de Kubernetes, avec des jeunes de l'IT qui disaient aujourd'hui, si tu n'as pas du kube dans ton IT, change de métier. Alors, souvent, ces gens-là parlent de kube managé. Donc, il ne faut pas oublier que pour manager ce kube, il y a des gens qui managent des VM à la papa, comme ils disent. C'est pas magique Cube, hein. Quand ça marche, ça marche. Quand ça merde, moi je peux vous dire que j'ai des très mauvaises aventures de merde sur Kubernetes pour comprendre où est la merde. Parce que c'est quand même une usine à gaz. Si vous n'avez pas des équipes complètes pour manager vos cubes, vous prenez un risque. C'est pas un pimpin dans son coin qui va manager votre cube. Ça, c'est un risque énorme. Donc c'est là, c'est les bonnes réponses que j'ai trouvées. Est-ce qu'il y a des améliorations à avoir ? Oui. Et je suis franchement content d'être venu parce que j'ai vu plein de choses qui sont sympas. Voilà, je brosse un peu parce que ce soir on boit des canons. Donc, et est-ce que justement ça répond à tes attentes, ce qui a été annoncé par Steven et Quentin, ou est-ce que tu as encore peut-être d'autres choses, notamment dans l'usage client, qui pourraient être important pour toi ? Ouais, alors dans les usages vraiment courants, il y a à peu près tout. La console, c'est vrai que le truc qui m'a fait un peu chier, c'est de dire que c'est pour fin d'année, c'est-à-dire fin 2025. La console a vraiment besoin d'être un petit peu améliorée, surtout en termes de granularité des rôles de sécurité. C'est pas suffisant. C'est pour ça que le KMS est important. Du coup, c'est ou l'un ou l'autre, en fait. Donc l'IAM, ouais, c'est bien. Pareil, Quentin, il a dit quelque chose de très très bon sur l'approche cloud. Les consoles AWS ou Azure ou tout ce que vous voulez, c'est pour vous vendre des services, hein, donc c'est classifié par service. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des workloads un peu importants AWS ici. Il faut comprendre que du CloudWatch, ça vous coûte de l'argent. Donc le monitoring, ça coûte pour monitorer vos infras, et ça coûte très cher si vous avez un développeur qui envoie trop de data dans CloudWatch. Je peux vous dire que les factures, vous voyez le graphe qui fait pouf comme ça. Les lambda qui coûtent une blinde, le démarrage à froid. Je voulais faire de l'anglais, je n'ai pas réussi. Le démarrage à froid des lambda, donc les function as a service, ça peut être très coûteux. Mais surtout, c'est que si vous voulez maîtriser vos dépenses AWS, ça vous coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut payer pour bien maîtriser vos coûts. Quand vous lancez une... ouais, on va taper un peu de 2 secondes sur AWS, ça me fait plaisir.
Quand vous lancez un projet sur AWS, et j'en ai fait, hein, j'ai pas de, c'est juste qu'il y a des pratiques. Quand vous signez un accord de type entreprise avec AWS, ils vous fournissent un architecte de compte. Il y a des gens très bien. J'ai un super ami qui est un expert sécurité AppSec chez eux. Mais ils ne sont pas là pour tricoter. Ils sont là pour facturer. C'est-à-dire qu'ils vont vous raconter que le lift and shift, c'est ce qu'il faut faire. Le lift and shift, c'est que vous prenez vos infras, vous les bougez sur AWS, et après on discute de le transformer. Mais bougez-les d'abord, parce qu'ils sont payés pour faire ça. Le lift and shift n'est jamais une solution. Mais alors, quand je vous dis jamais, c'est jamais. Je viens de voir passer un appel d'offres d'une boîte un petit peu costaud de la région de Toulouse, si ça vous parle, qui, dans leur demande, c'est quelqu'un qui va... alors pour le coup, c'est pas AWS, c'est GCP, je crois, moi ça doit être du GCP, parce qu'ils se sont rendus compte que leur appli leur coûtait 15 millions par an en lift and shift. Pourquoi? Et notamment sur ce genre de boîte, ou notamment la CMA, vous avez une infra qui tourne normalement. Vous avez un serveur, voilà, vous avez du IaaS avec un serveur de DB, un serveur d'appli. Et vous avez une équipe, mais comme vous êtes un peu gros, vous avez un sous-traitant pour manager ces infras. Il vous coûte de l'argent. Quand vous lui dites, moi je pousse tout dans le cloud, il va vous dire, ah ouais, mais c'est plus cher. Donc vous allez avoir le coût de votre management habituel, avec le 24/7, etc., plus, bah oui, mais comme c'est du cloud, il faut que j'ai des gens qui soient formés spécialement, etc. Donc votre coût, soi-disant moins cher, l'économie que vous allez faire, en vrai, minimum, comptez 30% de votre facture en plus. C'est à peu près, et je pense que je suis très généreux, je pense que vous pouvez compter 50% de coût en plus. Aller dans le cloud, ça nécessite d'avoir des applications qui sont prêtes à le faire, c'est-à-dire dont le modèle, le MCO, le modèle opérationnel de management de votre application, il est adapté pour le cloud. Si vous avez des équipes qui travaillent en mode infra à l'ancienne et que vous les basculez sur le cloud, ça va vous coûter de l'argent. Et vous avez énormément, il y avait une étude qui était sortie, c'était 76% des boîtes qui avaient fait un move to cloud, qui avaient fait un retour arrière à cause de ça. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Vos applis, si elles ne sont pas prêtes à le faire, et Clever, alors c'est pareil hein, pour Clever, c'est pareil, mais vous ne pouvez pas prendre un serveur et le mettre chez Clever, c'est ça l'avantage. Donc vous êtes obligé de la faire avant votre transfo. Il n'y a pas de lift and shift sur un pass. Si votre appli n'est pas prête à basculer sur ce mode de fonctionnement, ben, ce n'est pas juste une VM que vous allez faire. Alors ils sont malins parce qu'ils vont le faire maintenant, les VM. Je vous vois venir, hein. Donc, ah bah c'est bon, j'ai fait ma demi-heure. Je parle beaucoup. Hein. Tu peux continuer, en tout cas, les gens restent, donc ils sont intéressés. Ouais. Il y a encore 45 minutes avant l'apéro. Hein. Donc, c'est bon. Moi, je suis content. Alors, je suis content, donc moi, je suis parti, mais je vais continuer à bosser avec Clever. Je vais migrer un client qui fait du médical. Donc, merci pour la certification HDS. Ça, c'est aussi, parce que tu me disais, qu'est-ce que tu attends? Bah ça, j'attendais HDS, j'étais tanné avec ça. Ça a été un gros travail. Ça, c'est vraiment, alors, je sais, qui sert pas à grand-chose. Je suis méchant. Il sert, mais en vrai... Alors, deux secondes de sécurité. On va parler de sécurité 2 secondes. Parce que j'ai lu 2-3 trucs sur la sécurité Clever, sur des forums, avec des gens qui disaient « Ouais, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. » 80% des fuites ne sont pas dues à votre hébergeur ou à vos infrastructures, sont dues à votre application et à vos accès à l'application. Les 3 quarts, la fuite de Free qui a fait fureur là, c'est du social engineering qui a eu. C'est pas un mec avec la capuche, hein, la capuche, le clavier, c'est pas ça, hein, qui passe tous les rangs de firewall. C'est juste de la faille humaine. La CMA s'est mangé, l'année où je suis parti, une cyberattaque avec une rançon et un ransomware, qui a un cryptovirus, voilà, etc. etc. Le gars qui a fait ça, l'équipe qui a fait ça, n'a pas passé les millions d'équipements, parce que c'est des millions. Hein. Le département cyber de la CMA, c'est une centaine de personnes. Quand je suis arrivé en 2012, ils étaient 5, c'était trop rigolo. Là maintenant, ils sont l'armée du Mexique, et c'est passé quand même, hein, comme quoi, la Sécu,
C'est un métier. Hein. Vous pouvez mettre autant de firewall, de tout ce que vous voulez. Si vous ne gérez pas les mots de passe et que vous laissez pas de MFA, des conneries comme ça, et que votre appli est sensible au niveau... mais c'est votre appli. Donc ça, c'est ce que vous rappelle des fois AWS, et je trouvais ça intéressant, et c'est la même chose. La sécu, elle est partagée. La sécu de chez Clever, je ne me pose pas la question. Là où je me pose la question, c'est la sécu de l'appli. Parce que c'est par là que ça passe, les fuites de données. Hein. Il y a un site maintenant qui est bien rigolo, qui s'appelle « C'est qui a fuité aujourd'hui ?» C'est Eris qui l'a fait. C'est impressionnant quand je vois le nombre de fuites. Mais les fuites ne viendront jamais de votre hébergeur, en fait. C'est votre appli. Voilà. Enfin, viendront jamais, ça peut arriver, mais c'est rare. Quand je vois toutes les fuites aujourd'hui... Alors, il y a deux sources de fuites. Il y a l'application, et si vous avez des applications qui ont des données sensibles et des données clients, je vous encourage à une chose. Interdisez les exports Excel à vos commerciaux. Hein ? Parce que le commercial qui a fait l'export de toute la base client, qui est dans un fichier Excel sur son laptop, qui laisse dans la bagnole pour aller boire un coup au bistrot, c'est une grosse source de fuite de données. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller pirater un Clever ou un AWS ou autre. Les gens qui sont dans la cybercriminalité sont beaucoup plus malins. Ils ne sont pas forcément les meilleurs du monde techniquement, ils n'ont pas besoin, ils sont surtout malins. Voilà. Ben voilà. On est bon sur le timing. Bah. Merci beaucoup. Eh ben de rien. Merci.